Alors, pour parler de communautarisme, nous avons sur ce plateau Michel Maffezoli, sociologue bien connu non seulement en France, mais également hors de nos frontières, puisque je crois que vous intervenez très régulièrement dans des pays aussi exotiques, entre guillemets, que la Corée ou le Brésil, pour ne citer que cela. Vous avez une œuvre considérable, vous avez publié je ne sais plus combien, 50, 60 livres peut-être, et vous avez été longtemps professeur à l'université de Paris René Descartes. Vous êtes le secrétaire général du Centre de recherche sur l'imaginaire, c'est bien cela ? Et vous avez développé très tôt des thèses concernant la notion de communauté et plus généralement la postmodernité, dont vous avez essayé de faire un inventaire aussi complet et personnel en même temps que possible, ce qui vous a amené à définir la postmodernité comme, bien sûr, la fin de la modernité, c'est-à-dire la fin de la pensée essentiellement rationaliste, de l'idée de progrès, de la réductio ad unum, donc de la République une et indivisible, et à dire ce que vous observiez de la réapparition du lien social, du réenchantement du monde, je crois que c'est une expression qui vous est familière, de la réapparition de l'émotionnel et du sacral, de la prévalence de l'imaginaire dans les sociétés contemporaines, du retour du tragique et de ce que Max Weber, encore lui, appelait le polythéisme des valeurs. Ces thèses que vous avez soutenues depuis plusieurs décennies, je rappellerai que c'est en 1988 que vous publiez un livre intitulé, je crois, « Le temps des tribus ». Donc les tribus, c'était déjà en quelque sorte les communautés, vous ont valu évidemment beaucoup de critiques dans les milieux les plus divers. Vous avez répondu à certains de ces critiques dans un livre publié il y a 2 ans, je crois, avec votre épouse, Hélène Stroll, qui s'appelle « Les nouveaux bien-pensants ». Et puis vous avez repris la thématique qui nous intéresse dans votre dernier ouvrage, publié aux éditions du Moment en 2015, donc tout récemment, également avec Hélène Stroll, et qui s'intitule « La France étroite face à l'intégrisme laïque, l'idéal communautaire ». Michel Maffezoli, vous avez expliqué dans vos livres que le temps des tribus et des communautés, c'était aussi la fin de l'individualisme. Ce qui a surpris beaucoup de gens, à commencer par moi-même d'ailleurs, qui reste convaincu que la pulsion individualiste est encore très présente au sein de nos sociétés, même si elle se combine avec d'autres phénomènes. Mais finalement, la question c'est celle-ci. Qu'est-ce qui vous a amené, à partir d'une tentative de synthétiser la notion de postmodernité, à mettre l'accent avec autant de vigueur sur les communautés ? Vigueur, c'est beaucoup dire, hein, parce que je ne suis pas... insistance. Non, je ne suis pas un militant. Hein. Non, certes. Je n'oublie pas que j'ai été éduqué à Strasbourg par un de mes vieux maîtres, Julien Freund. Vous avez eu 2 grands maîtres qui étaient Julien Freund et Gilbert Durand. Et le premier m'a tout de même appris, dans la foulée de Max Weber, cette neutralité axiologique. Hein. Donc, moi, je ne fais pas état de mes convictions, donc c'est pas avec vigueur, c'est tout simplement avec un certain détachement. Deuxièmement, je n'aime pas le mot que vous avez plusieurs fois employé, c'est l'idée de fin de quelque chose. Je suis un latin, je crois qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je préfère un terme beaucoup plus précis qui est l'idée de saturation. Quelque chose cesse, et comment à partir de ce qui cesse, un autre élément peut ressurgir. C'est Sorokin qui parle de cela dans la sociologie de la culture, en montrant comment il y a une saturation, c'est-à-dire les diverses molécules qui composent un corps donné ne peuvent pas rester ensemble, déstructuration, et dans le même temps, ces mêmes molécules entrent dans une autre configuration, retrouvant un corps donné. Alors c'est en ce sens qu'il n'y a pas la fin, il y a le passage d'un état à un autre état. Alors, qu'est-ce qui est saturé aujourd'hui ? J'ai bien entendu votre question, mais je suis toujours un vieux prof, excusez-moi, il me faut prendre un peu de champ pour essayer d'expliquer, pour essayer de répondre. En la matière, ce qui nous caractérise, c'est l'individualité. Une réalité physico-chimique, vous êtes vous, je suis moi.
À certains moments, et suivant l'esprit du temps, c'est ça l'imaginaire. Cette individualité prend la forme de l'individu, indivisible, qui a une identité sexuelle, professionnelle, idéologique. Ça, c'est la modernité. C'est le cogito cartésien. C'est l'autonomie rousseauiste, autonomos, je suis ma propre loi, etc. Et on voit bien comment s'élabore cet individualisme épistémologique qui fut la marque de la modernité. Avant, je rappelle que au Moyen-Âge, par exemple, dans les sociétés traditionnelles, celui qui pensait par lui-même était un hérétique, hérésis, il se coupait de la communauté. Donc parfois, ça prend la forme de l'individu. À d'autres moments, et c'est mon hypothèse, depuis de longues années, ça prend la forme de la personne. L'individu est un, la personne est plurielle. L'individu va s'exprimer dans le contrat social, avec la forme très rationnelle qui est propre au contrat social. La personne va s'exprimer dans la tribu. Moi j'ai dit tribu pour provoquer à l'époque. Mais c'est l'idée de communauté, dans le fond, du sentiment d'appartenance, d'être d'un lieu donné, de participer à des goûts communs, vous voyez, dans des choses très simples. Voilà en quel sens, à l'encontre des banalités assez sottes qui sont dites actuellement sur l'individualisme contemporain, vous n'avez pas un discours de politique, un article de journaliste, un traité d'un expert censément universitaire parlant de compte tenu de l'individualisme contemporain. Et il suffit de traîner dans la rue pour voir qu'on est toujours en relation avec l'autre. Voilà en quel sens, je dis moi, il y a saturation de cet individualisme, même si la société officielle continue à parler d'individualisme, et par contre, réémergence, cette notion de personne, qui est une personne communautaire, qui va s'exprimer dans la communauté. Voilà un peu le schéma, si vous voulez. Et du coup, il faut trouver des mots qui soient, vous avez cité Camille à juste titre, on pourrait citer saint Thomas d'Aquin avant lui, il faut trouver des mots qui sont en pertinence avec le temps. Et c'est en ce sens que le mot individu ou individualisme ne me paraît plus pertinent. Il y a des tribus, il y a des communautés, il y a des manières, on s'éclate dans l'autre. Si je le dis au travers d'une expression familière. Et par contre, il faut trouver des mots qui, justement, traduisent le fait que revient en force cette idée de communauté, qui est en quelque sorte le fait que je partage avec d'autres un certain nombre de sentiments, d'émotions, et l'idée d'émotionnel qui est d'ailleurs, je le rappelle, un néologisme weberien, là encore, c'est-à-dire non pas une caractéristique psychologique, mais une ambiance dans laquelle on baigne. Ça, c'est aussi quelque chose de communautaire. Michel Maffezoli, sur les communautés postmodernes, ce sont malgré tout des communautés qui, contrairement aux communautés traditionnelles, sont des communautés choisies, ou en tout cas davantage choisies. Oui, le mot tribu que j'avais employé à l'époque n'est pas un mot heureux, et je le regrette d'une certaine manière. Le mot communautaire me paraît beaucoup plus riche. Avec cette petite différence, c'est que dans les sociétés traditionnelles, on était d'une communauté, comme d'une tribu. Là, à mon sens, compte tenu de ce que je disais tout à l'heure, persona, on a des masques, on virevolte d'une communauté à une autre. Voilà. C'est ainsi, c'est ça la postmodernité. Vous voyez, moi, mon image, c'est de dire qu'il y a retour de choses anciennes, mais ce n'est pas simplement le cercle nietzschéen, c'est la spirale. Je vois revenir quelque chose, pas exactement au même niveau. Pour moi, la communauté, c'est la tribu et Internet. Les sites communautaires, les forums de discussion et tout à l'avenant. Voilà en quel sens il n'y a pas enfermement dans une communauté, mais virevoltement dans un certain nombre de communautés. Et alors, je suis maintenant un professeur bon chic, bon genre, avec la vêture ad hoc, et puis je peux traîner ce soir dans les bois de malfamés de la ville avec une autre vêture. Voilà ce que c'est que la persona. Voilà ce que c'est que les communautés diverses dans lesquelles on s'éclate en quelque sorte. Alors l'accent que vous mettez sur le sacral, sur l'émotionnel, sur cette espèce de vitalisme dionysiaque, disons. Est-ce que c'est un trait nouveau des communautés ou est-ce que c'est quelque chose de très ancien qui revient après une longue parenthèse? Vous disiez, je crois, dans Valeurs Actuelles, il y a peu de temps, ce monde occidental monothéiste est en train de s'achever. Et ce monothéisme, vous le mettiez en relation avec l'unique, cette idée de tout ramener à l'un, à l'unité. Vous avez cité par opposition à l'explosion précisément communautaire. Oui, vous avez cité tout à l'heure cette expression qui est une expression d'Auguste Comte, reductio ad unum, réduire à l'un. Et de fait, ça s'inscrivait dans la grande tradition occidentale du chiffre 1. Saint-Augustin, la raison humaine conduit à l'unité. Et sur 2000 ans de temps, on voit bien comment c'est le chiffre 1 qui a prévalu. C'est ce qui a caractérisé, dans le fond, le 19e siècle, ce qui a abouti à cette république une et indivisible. Moi, mon sentiment, c'est qu'il y a, puisque j'ai cité tout à l'heure Sorokin, je le
rappelle, des grands moments rationalistes, des grandes époques sensualistes. Et nous sommes en train de revenir dans un processus de balancement, à quelque chose qui est plutôt de l'ordre du sensualisme. Le sensualisme partage des sentiments, hein, pas simplement l'hédonisme dionysiaque. Bon, j'ai écrit un livre sur Dionysos, qui est mon petit dieu chéri, c'est pas un problème. Mais il n'en reste pas moins que, quand je dis sensualisme, ou quand je disais sociologie de l'orgie, c'était pas un éloge de la partouze, hein, c'était tout simplement de rappeler qu'il y avait des émotions communes. Orgué, c'est cela que ça veut dire en grec. Donc il me paraît qu'il y a cette expression-là, et dans le fond, je traduis cela au travers de ce néologisme que vous venez d'employer, le sacral, qui n'est pas de moi d'ailleurs, qui est de Jacques Maritain, hein, c'est-à-dire quelque chose qui fait que le sacré n'est plus réductible à une église, mais va se diffracter, va se diffuser, va se capillariser dans l'ensemble de la vie sociale, où la mort de quelqu'un, d'un célèbre auteur, d'un chanteur, etc., va susciter des hystéries. Voilà ce que c'est que le sacral pour moi, c'est-à-dire dans le fond, le fait qu'il y a, pour le dire de manière un peu weberienne, du non-rationnel qui n'est pas simplement irrationnel, qui fait qu'on ne peut pas caractériser la vie sociale uniquement à partir justement de la raison, mais aussi des émotions et des passions partagées. Voilà ce que j'appelle sacral, et qui est de fait, là aussi, un des éléments de la communauté. Le propre de la société, c'est le fameux contrat social. Je rappelle que le mot social n'apparaît qu'au XVIIIe siècle, sous la plume de Rousseau, c'est-à-dire un être ensemble rationnel. Quand les Japonais ont voulu, au début du XXe siècle, traduire les auteurs français ou allemands, ils n'avaient pas de mot pour traduire le mot social, parce que n'existait pas cet être ensemble rationnel. Et donc voilà, ça a marché, c'est une époque qui s'est achevée. Je rappelle que le mot époque, ça veut dire parenthèse. Ça s'ouvre, ça se ferme. Est en train de se fermer la parenthèse moderne, où la dimension rationnelle était prévalente. Moi je dis raison sensible. Hein, il y a la conjonction de cette spécificité qui est notre spécificité humaine, la raison, mais en plus les sens sous leurs diverses modulations. Et je pense que l'idée de la communauté revient en quelque sorte et corollaire de ce retour des sens. C'est vrai. Alors en même temps, on est prisonnier d'une actualité. C'est-à-dire qu'il y a quelques années encore, le terme communauté ne provoquait pas immédiatement dans l'opinion une attitude de rejet. C'était plutôt quelque chose qui était dans l'ensemble assez bien vu. Aujourd'hui, le communautarisme a pris évidemment une toute autre dimension du fait du contexte nouveau, relativement nouveau, créé par l'immigration. Et si aujourd'hui tous les hommes politiques, sauf quelques-uns, rejettent, dénoncent, voient partout le mal communautaire ou communautariste, c'est évidemment en liaison avec cette idée que si l'on entretient sur le sol de la République une et indivisible des communautés distinctes, on va ou à l'affrontement, ou à la guerre civile, ou à l'État dans l'État, ou toutes ces choses sur lesquelles nos hommes politiques ne cessent de broder. Ce discours vous paraît contenir une part de vérité ou pas du tout? C'est l'idée que les communautés, c'est dangereux, au fond. C'est dangereux pour ce fameux vivre ensemble, car le vivre ensemble est en soi une belle expression, bien entendu, puisqu'il peut s'établir à différents niveaux. Mais aujourd'hui, les communautés sont perçues comme quelque chose qui pèse comme une menace sur un vivre ensemble, disons, national, tout simplement. Non, moi, de toute façon, rien ne me fait peur. Non, certes. Donc, ce qui est là, un point, c'est tout. Hein. Mais est-ce que vous comprenez que certains ont des peurs? Tant pis pour eux, c'est pas mon problème. Moi, j'essaie d'écrire un certain nombre de choses pour rendre attentif au fait que du moment qu'il y a quelque chose qui est là, il faut en tenir compte. Hein. Alors, restons encore sur la perspective de Max Weber, non pas la logique du devoir-être, ce que devrait être le monde, mais ce qu'il est. Hein. Ma position est une position de photographe, d'une certaine manière. Donc, il y a de la communauté. Il faut faire avec. On ne peut pas tous les tuer. Et du coup, il faut voir comment on peut accompagner cela, comment on peut le penser. Moi, je n'aime pas le mot communautarisme, vous le savez peut-être. Hein, et en disant, c'est encore une manière de stigmatiser et de flinguer quelque chose qui existe. Et je discute avec beaucoup d'hommes politiques, de gauche ou de droite d'ailleurs, et je trouve scandaleux l'utilisation de ce terme. Et dans mon dernier livre, j'ai proposé, au contraire, l'expression idéal communautaire. Pourquoi ? En rappelant que cette grande dame de la pensée qui était Hannah Arendt, quand elle réfléchit sur l'émergence de la modernité, nommément au XIXe siècle, montre comment va s'élaborer difficilement l'idéal démocratique.
C'est-à-dire comment on va arriver à, au-delà de ce qu'était l'Ancien Régime, constituer ce qu'étaient les sociétés modernes. Bien. Eh bien, moi, d'une certaine manière, je reprends cette expression-là en l'inversant et en disant, ce qui est en jeu actuellement, c'est l'élaboration difficile dans la crainte et le tremblement de ce qui pourrait être un idéal communautaire. C'est-à-dire non plus la République une et indivisible, mais revenons à son étymologie, la res publica, la chose publique, comme étant dans le fond une mosaïque où il puisse y avoir une cohésion, une cohérence à partir des diversités. Chaque pièce de la mosaïque garde sa couleur, sa configuration, sa structure, et un peu à la manière galiléenne, et pour c'est mauvais, et pourtant ça tient, et pourtant ça bouge, bien dirais, et pourtant ça tient. Voilà. Alors voilà en quel sens, moi je pense qu'il est plus sain, un peu dans le sens que vous citiez tout à l'heure de Camus, mal nommer les choses contribue au malheur du monde. Si on dit communautarisme, eh bien d'une certaine manière, on conforte et on suscite les formes d'affrontement qui pourraient exister, alors que l'idéal communautaire, c'est de se rendre compte qu'à certains moments, je pense que nous sommes dans un de ces moments, l'harmonie n'est pas dans la négation des différences, mais l'harmonie est conflictuelle. C'est-à-dire, dans le fond, un peu à l'image de la voûte de la cathédrale gothique. Ce n'est pas le dépassement de la tension qui fait que la voûte tient, mais c'est la tension des pierres sur les autres qui assure l'harmonie de la voûte. Eh bien, à mon sens, c'est ce dont nous sommes en train de faire l'apprentissage. Le problème, c'est que notre monothéisme structurel a du mal à prendre en compte le fait qu'il y ait du polythéisme, dans le sens ici weberien du terme, et que les élites, sous leurs diverses modulations, restent des clercs du monothéisme. Et dans ce sens-là, ils ont quelques difficultés à comprendre bien qu'il y a justement cet ajustement, non pas a priori, mais un ajustement qui arrivera a posteriori, après coup. Comme toujours, dans ces moments-là, il y a des épreuves, nous vivons les épreuves, ça va encore saigner. Vous voulez répondre quelque chose à propos de Mona Ozouf ou non, de ce thème? c'est pas moi qui ai fait cette référence à Hélène Schroll en la matière, qui était historienne, mais qui est une référence fort juste, en effet. C'est-à-dire que ce que vous venez d'indiquer, c'est ce que j'appelais, moi, la res publica. C'est-à-dire non pas le républicanisme réduisant les spécificités, mais au contraire montrant qu'il peut y avoir une forme de cohésion à partir des diversités. Pour moi, il y a retour des nations. Non pas, je suis en train de lire un livre je suis en train de lire, curieusement, je ne connaissais pas Louis XI, qui est celui qui a fait la France d'une certaine manière. Et la manière dont il parle la France, c'est le roi qui parle des peuples. Et d'une certaine manière, moi, ce qui me paraît être en jeu actuellement, c'est qu'il y a retour des nations, des nationalités. Moi, je suis du sud de la France, c'est l'Occitan qui est une nationalité, c'est la nation corse, c'est la nation alsacienne, c'est la nation bretonne, etc., qui fait qu'on peut penser la République comme étant justement l'ajustement de ces nations-là. Voilà. Oui, sauf qu'il ne faut pas penser ces nations comme des identités. Parce que si on les pense comme des identités, il n'y a pas de dépassement possible vers quelque chose de plus universel. Mais moi, je n'aime pas le mot identité. C'est pas identité, c'est une manière de vivre ensemble qui me paraît être en jeu à partir d'un lieu. C'est-à-dire, dans le fond, le lieu fait lien. Et d'une certaine manière, et dès le moment où on est enraciné dans un lieu, là, il y a une forme de nation. Voilà en quel sens, moi, j'essaie d'avoir une attitude plus nuancée et de ne pas être figé dans une conception de la République une et indivisible, qui est une incantation actuellement. Oui, voilà, alors, vous savez bien en même temps que ce que vous disiez à propos de la Bretagne, de la Corse, etc., et que personnellement j'entends fort bien, implique en arrière-plan une dissociation de la nationalité et de la citoyenneté qui a existé dans bien des modèles politiques, mais qui est ignorée par la tradition jacobine qui précisément pose le citoyen, la citoyenneté et la nationalité comme tout à fait synonymes. On peut penser, excusez-moi, mais il faudrait peut-être, moi je le dis avec une grande naïveté et sans une vraie connaissance, mais la perspective que développe Charles Maurras est une perspective on ne peut plus intéressante. La royauté, le royalisme, c'est dans le fond l'anarchie plus un. C'est-à-dire, dans le fond, quelque chose qui va jouer sur des formes de fédération de ces nations qui sont des nations spécifiques, c'est-à-dire des particularités qui, en tant que telles, peuvent se conjoindre avec d'autres, pas forcément, encore une fois, en dépassant les différences, mais en maintenant ces différences. Alors,
faut-il ou ne faut-il pas employer le terme de communautarisme? Julien Rochdy, vous avez cette particularité de l'avoir employé. Vous êtes même l'un des très rares à avoir fait une sorte de coming out communautariste à un certain moment, en expliquant que vous étiez devenu, ou vous aviez été depuis longtemps, sans oser le dire, communautariste, parce que vous ne croyez plus à la possibilité d'une assimilation. Alors, c'est une problématique qui est un peu marginale par rapport à celle dont nous venons de débattre, mais je donne d'abord votre témoignage et puis aussi votre réaction à ce qui s'est dit jusqu'ici. C'est marginal, mais je crois que c'est fondamental parce que depuis tout à l'heure, on parle de différentes communautés dans justement ce monde un petit peu éclaté que nous vivons. Vous en avez parlé, Michel Maffesoli, où effectivement, dans cet ancien monde moderne, nous sommes tous des individus autonomes, individualisés, rationnels. On a tendance à se créer des communautés d'ordre affectif, en boîte de nuit, des amis, et, des communautés un peu esthétiques et culturelles, effectivement. Mais le vrai débat important à avoir sur la communauté, il me semble, c'est lorsque cette communauté est rattachée aux notions du politique. Parce que ce qui manquait, d'après ce que, dans ce que vous avez dit, c'est que je sais ce que vous avez dit, monsieur, c'est-à-dire que l'homme est un animal politique et que par conséquent, la communauté revêt tout de suite un caractère politique. Et nous avons vécu pendant longtemps dans des sociétés qui étaient homogènes d'un point de vue politique, ou du moins presque, depuis la Révolution française en tout cas, depuis la dernière guerre civile française, la vraie guerre civile française, à savoir la Révolution, puis les différentes révolutions qui ont jalonné l'histoire par la suite. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ces communautés qui vivent dans l'ancienne communauté nationale, qui était effectivement une unité politique, est-ce que ces communautés à l'intérieur de cette ancienne communauté nationale n'ont pas aujourd'hui un caractère également politique et par conséquent nous amènent vers des formes de rupture et de séparation sur des territoires qui auparavant étaient homogènes, étaient unis. Je crois que la question qui se pose actuellement, en vertu de l'immigration, en vertu de la mondialisation et en vertu de l'affaiblissement et du délitement de ces anciennes nations justement, c'est le communautarisme, c'est-à-dire la notion du politique à l'intérieur d'anciens espaces politiques qui sont en train, non pas d'être détruits, comme vous l'avez très bien dit, mais de se transformer totalement, et donc de nous retrouver en but à différents peuples, à l'intérieur, encore une fois, d'un ancien peuple. Et alors, par rapport à cela, vous, quelle est votre position? Ma position, c'est que on vit, je vous trouve très en avance, mais ici, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on acte justement ces communautés, qu'il y en a. Mais la politique française et le système médiatique français ne l'a pas du tout acté, ou du moins le fait de manière inconsciente ou de manière hypocrite. Mais le discours ambiant chez tous les politiques actuellement, c'est de continuer à dire au choix, soit nous sommes simplement des individus autonomes et notre caractère ethnique, religieux, culturel appartient finalement à notre sphère privée et nous pouvons tous vivre ensemble parce que on accepte sous l'idée du contrat social rousseauiste un petit peu biaisé aujourd'hui, mais enfin on accepte de vivre ensemble sur un même territoire et tout ce qui constitue finalement le fond de notre identité n'a que peu d'incidence et peu d'importance parce que on est dans le vivre ensemble et on est tous des bénis oui-oui, tous gentils, et ça c'est la vision un peu gauchisante de la société actuelle. C'est-à-dire que qu'importe la religion des individus, qu'importe leur couleur, qu'importe leur culture, qu'importe leurs racines, qu'importe leur fond, on vit ensemble parce qu'on s'aime tous et qu'on est tous des êtres humains. Donc tout cela nie la communauté justement ethnique, du moins nie le caractère politique qu'elle peut avoir. Le deuxième discours qui est en face, c'est le discours de l'assimilation. C'est-à-dire que là, du coup, il y a une acceptation de l'idée que les gens ne sont pas que des individus neutres, qu'ils ont effectivement une culture, une religion, une ethnie, et ainsi de suite, et des racines, disons. Et ce discours veut que toutes les personnes qui peuvent avoir d'autres racines, d'autres religions, d'autres ethnies en France, s'assimilent totalement à l'ancienne et vieille culture française, racinée, traditionnelle, que l'on connaît depuis des siècles et des siècles dans notre pays. Ces deux discours sont passés de date, ce que je crois. C'est-à-dire que le premier discours nie une donnée fondamentale, à savoir effectivement qu'un homme n'est pas qu'un fantôme, qu'un ectoplasme neutre. Et le deuxième discours pense que dans une situation où il y a 15, peut-être demain 20 millions d'étrangers et qui ont des mœurs à ce point différents des anciennes mœurs européens et français,
qu'on ne pourra pas les réduire et qu'on ne pourra pas les transformer tous du jour au lendemain en parfaits Français qui se seront convertis à la religion chrétienne, par exemple, ou qui mangeront la baguette de pain, réciteront du Racine, du Corneille, et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il faut acter, et c'est ce que fait d'ailleurs très très bien Pierre Manant, qui dans son dernier livre, La situation de la France, où en fait, il acte une donnée fondamentale et très pertinente aujourd'hui, qui est qu'il y a en face de nous et chez nous une communauté, par exemple musulmane, pour ne parler que d'elle, que l'on ne pourra pas réduire et que l'on ne pourra pas diluer dans une nation qui est, hélas, en tout cas pour beaucoup de ses anciens caractères, passé de date. Oui, Michel Maffezoli. Puis-je réagir ? Bien sûr. Bien sûr. Tout d'abord, moi je suis plus sûr que la politique soit vraiment quelque chose d'actualité. Je regrette de vous le dire. La politique existera toujours. Non, la politique, pas d'un point de vue forcément. étatique et national, je peux être d'accord avec vous. Enfin, en tout cas, c'est une antiphrase actuellement. La politique, c'était la vie de la cité. Maintenant, c'est quelque chose de tellement lointain que ça ne concerne plus personne. Enfin bon, c'est un autre débat. Ce qu'il faut dire, c'est que, par contre, la classe politique, gauche et droite confondues, est totalement déconnectée de la réalité. Il y a une vraie société officielle qui les représente, mais qui ne représente plus. L'intelligentsia de droite et de gauche fonctionne avec un logiciel du 19e siècle. Exactement. Bon, j'aime plus ce mot logiciel, mais en fait c'est ça, hein, c'est-à-dire la grande idée des Lumières du 18e, les grands systèmes sociaux du 19e, voilà, c'est tout, et le cartésianisme du 17e. Bon, et donc de ce point de vue, ils sont totalement déconnectés. C'est pour ça que je dis, ce qui me paraît beaucoup plus intéressant, c'est qu'il y a actuellement un vécu au niveau de la base. C'est ça la politique dans le sens police, la ville de la cité, ça c'est beaucoup plus intéressant. Et il se trouve que cette politique concrète, ce sont des communautés. Pour moi, en venant ici tout à l'heure, je ne sais pas si j'étais à Paris. Prenez au Kremlin-Bicêtre. Voilà, donc du coup, mais c'est en ce sens que tout à l'heure j'ai fait une proposition. Je dis, ce à quoi nous allons être confrontés, c'est une harmonie conflictuelle. C'est-à-dire comment on va arriver à ajuster ces communautés qui ne vont pas s'assimiler, qui ne vont pas. Oui ou non. Pourquoi ne pas penser... C'est possible. Voilà. C'est aussi impossible. Ne pas penser qu'après tout, il puisse y avoir une espèce de conjonction. C'est la vieille idée médiévale de la coincidentia oppositorum. Voilà. Vous faites bien de parler de l'époque médiévale, puisque justement, en fait, nous vivons la fin de l'Empire, le délitement des institutions au sens romain, c'est-à-dire au sens étatique, ça se voit tous les jours, et nous assistons à l'émergence d'une société qui serait néo-féodale, d'une certaine façon. Oui, moi je propose même dans mon dernier livre l'idée de l'idée impériale. L'idée impériale, dans le fond, c'est le Saint-Empire romain germanique. Il faut avoir un projet de puissance pour cela. Pas forcément un projet, c'est-à-dire l'Europe n'en a pas. Oui, ça c'est autre chose. Mais enfin, en tout cas, m'intéresse l'Europe comme étant un ensemble vide, en termes mathématiques, et la vraie réalité, ça va être les communautés, ça va être la région, ça va être le canton, ça va être des choses dans ce genre. Vous voyez. Alors c'est ce que j'appelle, moi, harmonie conflictuelle, qui fait que, dans une certaine manière, il peut y avoir une conjonction, mais une conjonction qui sera brutale. Il y a du conflit. Je suis quand même un disciple de Julien Freund, de ce point de vue. Hein. Donc, il va y avoir du conflit. On ne peut pas nier que, de toute façon, il peut y avoir une solidarité organique à partir de la tension. Simmel, vous avez parlé de Simmel tout à l'heure. Oui. Simmel a défini la sociologie au travers de deux mots très simples. Le pont et la porte. Le pont, la porte, c'est inclusif. Et le pont va relier. Eh bien, nous sommes en train de faire l'apprentissage de ça. Ces communautés, c'est une relation de pont, s'habiller de telle manière, manger de telle manière, avoir tel type de religion, etc. C'est quelque chose qui m'enferme. Et en même temps, nécessairement, il va y avoir du pont. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas forcément aisé. Mais c'est le pont et la porte. Voilà ma réponse. Vous voyez, c'est-à-dire... mais comprenez bien, je dis, moi, depuis tout à l'heure, on fait l'apprentissage de ça. Oui, parce qu'on est en train de quitter... En France, on n'ose pas parler de post-modernité. La bouche en cul de poule, on va parler d'hypermodernité, modernité seconde, modernité tardive, machin chose, etc. Parce que la maison brûle, on veut sauver les meubles. Non, c'est fini le contrat. C'est fini quelque chose qui vient du haut, la verticalité. Il y a une forme d'horizontalité, Internet aidant, et donc cette horizontalité fait qu'il va falloir se dépatouiller. Et on peut le dire d'une manière encore plus brutale. Il va falloir se dépatouiller tous ces petites communautés les unes par rapport aux autres.
Je voudrais revenir, d'abord me tourner vers Michel Maffezoli pour essayer d'obtenir de lui une description aussi parlante que possible de ce qu'il appelle l'idéal communautaire. Michel Maffezoli, vous venez quand même de faire un livre là-dessus, c'est-à-dire sur l'idéal communautaire. Lisez-le. C'est déjà fait. Je vais pas. C'est déjà fait, mais à l'intention de ceux qui ne l'ont pas encore lu. À l'intention, ce que je vais dire va décourager tous mes potentiels lecteurs. Pour moi, la vraie définition de ce qui est en jeu, puisque je ne crois pas aux politiques, ou plutôt à la transfiguration du politique, puisque j'ai écrit parmi mes nombreux livres un qui s'appelle La transfiguration du politique, pour moi, c'est l'anarchie. Voilà ce qui est en jeu actuellement. Et la postmodernité, c'est l'anarchie. L'anarchie dans le sens que disait Élisée Reclus, l'ordre sans l'État. C'est-à-dire un ordonnancement des choses à partir de la base, à partir de ces communautés. Voilà ce que j'appelle l'idéal communautaire. Vous êtes un vieux libertaire, de toute façon. Je suis un vieux libertaire, je reste un anarchiste de fond, oui, fondamentalement, oui. Mais dans le sens que je viens d'indiquer. Oui. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un ordonnancement des choses, un ajustement sans la verticalité qui a marqué le politique, qui a marqué la modernité, la loi du père, le phallus dressé. Ces objets contondants, disait Gilbert Durand. Moi, au contraire, je pense qu'il y a actuellement un retour à cette base, et c'est ça la vraie idée de l'anarchie, qui est une... Maintenant, quand on emploie le mot anarchie, du coup, c'est anarchique. Non, c'est pas anarchique, je dis bien un ordonnancement des choses à partir de la base. Voilà ce qu'est l'idéal communautaire. Voilà ce qu'est pour moi la postmodernité. Voilà ce qui est en jeu, c'est-à-dire non plus quelque chose qui est vertical, quelque chose qui est de l'ordre du pouvoir, mais le fait que ces petites communautés vont avoir, j'appelle cela moi la loi des frères. C'est-à-dire quelque chose qui fait qu'il y a de l'autorité. Autorita, c'est ce qui fait croître. Croître, naître ensemble. C'est ça la mutation de fond, et c'est ça qui fait que notre logiciel moderne n'arrive pas à l'apprécier. C'est un pari. C'est pas un pari, mais c'est un constat. C'est un pari dans la mesure où... C'est pas la première fois. D'abord, il y a l'aspect conflictuel, vous ne le disiez pas, bien entendu. Bien sûr, oui. Et d'autre part, il y aura toujours l'éternelle objection de dire, vous espérez que finalement on se mettra en place un ordonnancement purement horizontal, mais rien ne garantit que ça va se passer comme ça. Non, mais écoutez, regardez un peu ce qui est en train de se passer sur Internet actuellement. Vous savez, ma définition de la postmodernité, c'est synergie de l'archaïque et du développement technologique. C'est-à-dire démultiplication des effets, archaïque, ce qui est ces vieilles lunes, être ensemble, plus Internet, les tribus et Internet, pour moi. C'est ça, ma définition. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Des nouvelles formes de solidarité, des nouvelles formes de générosité. Le cum, le co, co ceci, co machin, c'est l'idée du partage, c'est l'idée du cum. On vient de terminer une étude dans mon centre sur le couchsurfing. Comment ce soir je vais trouver un lit à Hambourg, à Barcelone, à München, etc. C'est l'hospitalité du Moyen-Âge, Internet aidant. Voilà ce que j'appelle moi la spirale qui est en jeu actuellement. Voilà encore une fois une conception de l'anarchie qui fait qu'il puisse y avoir un ordre qui n'est plus imposé par le père, mais qui va venir de partages qui vont se faire. Et ça, c'est très concret, cher ami. Ça existe. Sortez un peu le dimanche. Allez un peu voir ce qui se passe sur les réseaux et vous verrez que ces réseaux communautaires, il y a des... C'est pas mon genre. Moi, je fais pas des trucs comme ça. Mais enfin, il n'en reste pas moins que quand on regarde un tout petit peu, on voit qu'il y a ces nouvelles formes, encore une fois, de solidarité et de générosité. Voilà, ça, c'est concret. Et ça, l'intelligentsia sous ses diverses formes ne veut pas le voir. Les politiques sont aveugles, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Ils ne comprennent pas que là, il y a actuellement un vrai grouillement culturel. Durand dirait un fourmillement. Ça fourmille de diverses manières. Pour moi, c'est ça le vitalisme, et nietzschéen, et zimmélien, et weberien, et que pour ma part, je reprends à mon compte. Ce mot de liberté ne veut plus rien dire. Je vous laisse la responsabilité. Non, mais c'est une incantation comme liberté, égalité, fraternité. Je veux dire, faire un tour. Quand on chante quelque chose, c'est quand on n'est pas convaincu. On ne parle jamais autant d'amour que dans un couple qui va se séparer. Donc égalité, liberté et machin chose, moi le nœud. Non, ce qui est en jeu actuellement, c'est qu'il y a de la dépendance. Je m'éclate dans l'autre.
Je suis avec l'autre, c'est le retour du Moyen-Âge, et Saint-Bernard le montre bien. Dans le fond, ce qu'est l'idée de la communauté, c'est que je suis dépendant. C'est l'ordo amoris de Max Scheler. Et donc, dans le fond, cet ordo amoris, il y a l'ordre de l'amour qui revient, et du coup, je ne suis pas libre. La liberté, ben, qu'est-ce que c'est que dans l'amour? Or, il se trouve qu'il y a de l'amour actuellement dans la vie sociale. Voilà ce qu'est pour moi la communauté. Je suis tout à fait d'accord.